Bien, bah, écoutez, bonjour, bonjour à tous et à toutes. D'abord les remerciements à l'Université de Polynésie française pour cette invitation donc sur le deuxième jour de ce colloque. Je regrette évidemment de ne pas pouvoir être parmi vous et échanger et débattre sur les sujets qui sont à l'ordre du jour de votre colloque. Donc merci Madame Gindre. Et puis je voudrais aussi saluer Madame la ministre du Travail des solidarités et de la formation, Madame l'avocate également générale de la Cour de cassation, mes collègues chefs de cour et notamment le procureur général, et puis l'ensemble des acteurs de la justice et évidemment les étudiants. Donc, je crois que dans la salle se trouve un certain nombre d'étudiants. Euh, vous m'avez demandé d'intervenir sur l'égale dignité donc des personnes détenues et dans la politique pénitentiaire menée dans les Outre-mer. Donc, je vais balayer un petit peu avant de laisser la parole derrière à mes collègues, donc Damien Pellen, Vincent Vernet, donc sur les deux autres thématiques de la matinée, intervenir en plusieurs points donc sur les éléments de la politique pénitentiaire et la manière dont au sein des services pénitentiaires d'outre-mer nous travaillons sur les sujets qui sont ceux évidemment de la mise en œuvre de la politique pénitentiaire sur ces territoires. Peut-être expliquer d'où je parle par rapport effectivement à ceux qui ne maîtriseraient pas forcément l'organisation de l'administration pénitentiaire. Rapidement, la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer se situe à Ivry-sur-Seine. C'est une des 10e circonscriptions de la direction de l'administration pénitentiaire déployée donc sur l'ensemble de la France hexagonale et les territoires d'outre-mer. Elle couvre de ce point de vue un vaste territoire qui est extrêmement fragmenté, composé de 5 départements-régions, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion, 3 collectivités d'outre-mer, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, une collectivité, la Nouvelle-Calédonie. J'ai vu que vous en aviez également parlé dans le cadre de ce colloque. La mission donc et ces services sont également compétents sur le ressort de plusieurs cours d'appel, 6 cours d'appel, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Papeete et Saint-Denis. Et puis, évidemment, en relation également avec le tribunal supérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon. La mission des services pénitentiaires d'outre-mer, dont j'ai la charge, anime et coordonne évidemment l'activité de 14 établissements pénitentiaires, bientôt 15, puisque, comme ça a pu être indiqué dans le cadre du programme du colloque, à partir du 1er juin 2022, le service pénitentiaire, public pénitentiaire, donc s'étend sur Wallis et Futuna, sur le territoire de Wallis et Futuna, et donc nous sommes en cours de préparation de la reprise des missions pénitentiaires sur ce territoire, qui jusqu'alors sont assurées par la gendarmerie nationale et l'administrateur du territoire. C'est donc 14 établissements, bientôt 15, et 8 services pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont placés sous l'autorité de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer. Alors, au sein des 14 établissements, donc, nous avons 2667 fonctionnaires qui interviennent au sein de ces services pénitentiaires, aussi bien insertion, probation que établissement pénitentiaire. Au sein des établissements pénitentiaires, à l'heure où on se parle, ce sont 5261 personnes détenues pour l'ensemble d'outre-mer. Et puis, en milieu ouvert, dans le cadre de l'alternative aux incarcérations et aux aménagements de peine, les services pénitentiaires d'insertion et de probation des Outre-mer suivent environ 11 000 personnes. Ces chiffres sont en augmentation constante, comme je l'indiquais tout à l'heure. Alors, la mission des services pénitentiaires d'outre-mer situés à Ivry-sur-Seine ne dispose pas de l'ensemble des prérogatives d'une véritable direction interrégionale, comparativement à Marseille, Lyon, Dijon. Mais ces différences constituent parfois un atout, parfois quelques faiblesses, étant donné qu'effectivement, nous travaillons à distance et en pilotage des services euh, avec, comme on le sait, un important décalage horaire, évidemment, de distance, et parfois des difficultés pour les équipes à appréhender, on va dire, l'ensemble des particularités des territoires d'outre-mer. On est d'ailleurs, de ce point de vue-là, en train de faire évoluer la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, puisque nous menons, à compter du 1er juin, une expérimentation pour mettre en place des équipes directement sur les territoires. Alors, la zone Pacifique, à l'heure actuelle, n'est pas concernée, mais nous démarrerons au 1er juin 2022 la mise en place d'une expérimentation pour créer une délégation territoriale zonale
sur l'ensemble de la zone océan Indien, qui couvre donc les territoires de la Réunion et de Mayotte. Alors on travaille également comparativement aux autres directions interrégionales, donc avec les statuts spéciaux de nos territoires. Je pense évidemment en premier lieu à la Polynésie française, mais également à la Nouvelle-Calédonie. Et donc ce sont des données que nous devons intégrer qui sont différentes des autres territoires. Par exemple, je donne un exemple concernant le ministère de la Santé et la compétence concernant les soins délivrés aux personnes détenues. Les textes hexagonaux ne s'appliquent pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, qui emportent des conséquences, par exemple financières, puisque l'administration pénitentiaire supporte l'ensemble du coût des soins au travers des conventions qui sont passées. Donc, c'est une des particularités, il y en a d'autres, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui font partie du quotidien, effectivement, et des missions que nous développons sur les territoires en lien avec les statuts spécifiques des territoires sur lesquels nous exerçons donc, nos missions. Donc, comme je l'ai indiqué, 15 établissements bientôt, et puis un certain nombre de projets dont je parlerai tout à l'heure. Alors, concernant plus particulièrement, évidemment, la question de la dignité et puis des conditions de détention, vous indiquez que la stratégie immobilière de l'administration pénitentiaire en Outre-mer, ultramarine, repose essentiellement sur deux axes. Le premier, c'est évidemment l'entretien du patrimoine avec la remise à niveau d'un certain nombre de structures qui existent et la construction, par ailleurs, de nouveaux établissements pénitentiaires pour répondre à un besoin d'accroissement de capacité, à l'amélioration des conditions de détention, évidemment, par rapport à des sujets que vous avez abordés et qui seront également abordés par les deux chefs d'établissement tout à l'heure concernant la surpopulation carcérale, et puis surtout l'objectif de la modernisation du service public pénitentiaire, et donc la possibilité de développer l'ensemble des modalités et de méthodologies. Je pense notamment au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Depuis 4 ans, la plupart des SPIP, des 8 SPIP des Outre-mer, ont déménagé pour intégrer de nouveaux locaux, de telle sorte à pouvoir mettre en œuvre des modalités de prise en charge en milieu ouvert différentes de ce que nous connaissions jusqu'alors, et notamment la mise en place de programmes collectifs de prise en charge des personnes qui nous sont confiées par l'autorité judiciaire. Mais je laisserai Véronique Meunier, dont j'ai vu l'intervention était calée en fin d'après-midi, l'évoquer, et sans doute en chorale avec monsieur le procureur général de Polynésie française. Alors, il ne faut pas nier évidemment l'état de vétusté de certains établissements pénitentiaires d'outre-mer, avec en parallèle un certain nombre de contraintes, voire même de niveaux de dégradation qui peuvent être liés soit à la question de la suroccupation et de la surpopulation, mais également, parce que moi je l'ai découvert au travers de mes fonctions, mais des conditions climatiques qui peuvent rapidement dégrader le bâti d'un certain nombre d'établissements. Je pense notamment essentiellement à la Guyane, mais pas seulement. Nous avons des conditions parfois de pluviométrie et puis d'humidité dans les territoires d'outre-mer qui nous conduisent à devoir trouver des options et des solutions, et tout état de cause à prioriser l'entretien des sites de telle sorte effectivement à pallier à ces situations qui sont parfois assez dommageables dans le cadre des plans immobiliers qu'on est en droit de développer. Alors cette politique pénitentiaire immobilière, dans l'ensemble des services pénitentiaires d'outre-mer, on a 3 établissements récents qui répondent alors là complètement on va dire aux nouvelles normes bâtimentaires du programme immobilier de la direction de l'administration pénitentiaire, le centre pénitentiaire de Saint-Denis de la Réunion, qui est situé donc à la Réunion, qui a été livré en 2008, qui aujourd'hui est un établissement qui a une dizaine d'années, qui est placé sous l'égide également de la gestion déléguée, un établissement qui est donc du coup parfaitement aux normes. Le centre pénitentiaire de Magicavo, qui a été livré en 2015, qui est l'établissement le plus moderne, l'établissement public de l'île de Mayotte, qui est le plus moderne, qui a été livré en 2015. Et j'en parlerai tout à l'heure, qui constitue aujourd'hui une des structures sur lesquelles il va falloir qu'on travaille en termes effectivement de surpopulation carcérale. Et donc le ministre a annoncé la création d'un deuxième établissement pénitentiaire sur le territoire de Mayotte. Et donc nous sommes en train de rechercher un terrain de telle sorte à pouvoir développer, je dirais, cette deuxième structure pénitentiaire qui pourrait être un centre de détention, puisque le centre pénitentiaire de Magicavo dispose essentiellement de cellules pour les personnes détenues. 5 établissements sont des établissements historiques que vous connaissez, le centre pénitentiaire de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, qui est implanté sur
l'île de Nou, alors, qui est effectivement implantée sur le territoire d'un ancien bagne. Donc, c'est un des établissements effectivement les plus vétustes que nous avons en Outre-mer. Le centre pénitentiaire de Faa, qui est une structure que vous connaissez évidemment en Polynésie française, même si on a amélioré un certain nombre d'aspects, notamment je pense à l'hébergement des femmes détenues, mais je pense que Damien Pellen pourra en parler dans la vision et dans la présentation qu'on va faire de ces sujets. Et puis la maison d'arrêt de Saint-Pierre et le centre de détention donc de La Réunion, qui restent des structures assez anciennes, enfin, notamment la maison d'arrêt de Saint-Pierre. Et bien évidemment la maison d'arrêt de Basse-Terre en Guadeloupe, qui a été l'établissement qui a donné lieu, il y a une vingtaine d'années maintenant. Je vois qu'en propos introductif du colloque, vous avez évoqué, je dirais, ce tsunami pénitentiaire, puisque donc, il y a 20 ans, à l'issue effectivement de la visite de la maison d'arrêt de Basse-Terre, une commission parlementaire a estimé qu'effectivement les établissements devaient, comment dirais-je, être rénovés, et il y a eu d'une manière une crise autour de cette question à partir effectivement de la maison d'arrêt de Paris-La Santé, mais également de la visite de la commission parlementaire sur la maison d'arrêt de Basse-Terre. 20 ans plus tard, donc, les travaux de reconstruction de cet établissement ont démarré il y a maintenant une année, et nous devrions être en capacité de livrer la première phase des travaux dans une année, de telle sorte à démolir la vieille maison d'arrêt actuelle de Basse-Terre et de livrer l'intégralité d'un nouvel établissement. Vous indiquez également que dans les années 90 ont été construits 3 établissements sur l'arc caribéen, le centre pénitentiaire de Mahon en Guadeloupe, le centre pénitentiaire de Ducos en Martinique et le centre pénitentiaire de Remire-Montjoly en Guyane. Et l'outre-mer a comme particularité l'existence de toutes petites structures pénitentiaires. Il y en a 2 qui se trouvent en Polynésie française, le centre pénitentiaire du Turois et celui de Taiohaoué, et le centre pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. À partir du 1er juin 2022, on intégrera donc la maison d'arrêt de Mataoutou. Aucun de ces 4 établissements ne répond aux normes pénitentiaires, aux normes sécuritaires pénitentiaires bien évidemment, mais elles présentent l'avantage d'être des petites structures à caractère familial, et donc du coup, évidemment, l'interrogation est toujours de se dire dans quelle mesure on est susceptible de pouvoir maintenir ces établissements dans l'environnement qui est le leur, puisque donc on peut constater que ces structures fonctionnent bien et sont des structures sur lesquelles les personnes détenues ne présentent pas, ou en tous les cas ne saisissent pas les tribunaux administratifs dans le cadre des recours. Voilà ce que je pouvais dire sur l'ensemble des sujets bâtimentaires, immobiliers, de la politique de l'administration pénitentiaire et plus particulièrement de la mission des services pénitentiaires que je dirige. En termes de taux de surpopulation des établissements ultramarins, je voudrais rectifier un élément qui a été porté à votre attention sur le taux de surpopulation, notamment du centre pénitentiaire de Phare, qui n'est pas entre 180% et 120%, mais qui est à 120%, ce qui est toujours trop important bien évidemment, mais qui n'a plus rien à voir et qui n'est plus du tout dans les mêmes communes mesures que ce qui a pu évidemment sur le territoire de Polynésie susciter des débats extrêmement importants et légitimes d'ailleurs sur un taux de surpopulation du centre de Phare depuis l'ouverture bien évidemment du centre de détention de Papeari, mais pas seulement. Nous avons depuis maintenant quelques années une politique extrêmement offensive, je dirais, et dynamique de transfèrement et d'orientation des personnes détenues de Phare sur le centre de détention de Papeari, et nous nous sommes fixés comme objectif de ne pas dépasser à ce stade, au-delà évidemment de la question d'aménagement de peine, de ne pas dépasser donc la présence de plus de 200 personnes détenues sur le centre pénitentiaire de Phare, de telle sorte à pouvoir faire descendre encore le taux de surpopulation sur cet établissement. Alors, quelles sont les particularités? Alors, l'autre établissement, les 2 autres établissements qui aujourd'hui se trouvent dans une situation plus critique en matière de surpopulation se trouvent être le centre pénitentiaire de Magicabo, un établissement complètement moderne, mais qui effectivement connaît aujourd'hui un taux de surpopulation de 159%, ce qui est élevé, même si les conditions de détention sont, enfin, les normes pénitentiaires sont respectées dans cet établissement. La densité carcérale y est importante, et donc c'est la raison pour laquelle effectivement il y a eu cette annonce de création d'un nouvel établissement pénitentiaire. Et puis l'autre établissement sur lequel évidemment nous avons une préoccupation, c'est le centre pénitentiaire de Nouméa. Et en ce qui concerne la maison d'arrêt de Basse-Terre, nous sommes actuellement à 130
de taux d'occupation sur cet établissement, mais là aussi nous avons donc ce projet d'extension de l'établissement, de reconstruction, de rénovation et d'extension du nombre de places sur l'établissement, de telle sorte à pouvoir avoir le respect du nombre de places théoriques au regard du nombre de places opérationnelles. Alors, de manière plus, je dirais, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer et en même temps les leviers qu'on peut utiliser donc sur les services pénitentiaires d'outre-mer pour faire progresser nos sujets et notamment le sujet évidemment de la réinsertion des personnes qui nous sont confiées. Je voulais peut-être aborder rapidement que nous connaissons sur nos territoires ultramarins des particularités évidemment et un certain nombre de freins qui sont importants comparativement, je dirais, à la France hexagonale. Les freins sont quand même assez nombreux. Je pense notamment sur les questions d'insertion professionnelle et notamment le travail pénitentiaire. Il y a une réforme qui rentrera en, en œuvre à compter du 1er mai 2022 et qui sera effective dans les établissements à compter de lundi, qui améliore effectivement les leviers concernant le travail pénitentiaire et notamment le respect d'un certain nombre de nouvelles dispositions de droit par rapport aux personnes détenues. Mais il n'en demeure pas moins que la question du travail pénitentiaire sur les territoires ultramarins est sensible dans la mesure où il nous faut des possibilités d'opportunités professionnelles et elles ne sont pas forcément de la même manière au rendez-vous sur les territoires d'outre-mer, mais on le sait, hein, les taux de chômage, notamment chez les jeunes, sont plus importants qu'en France hexagonale. Et donc ces sujets-là sont aussi les nôtres, évidemment, puisque lorsqu'il s'agit de travail pénitentiaire, il s'agit de développer les partenariats avec potentiellement des entreprises ou des structures adaptées, ce qui n'est pas toujours aisé sur les territoires ultramarins. Un des premiers écueils donc, des établissements pénitentiaires, c'est évidemment au travers de la construction des établissements pénitentiaires et de leur dépister d'être susceptibles de pouvoir proposer aux détenus également des espaces d'atelier, des espaces de travail ou de formation professionnelle. Donc, on tente de développer cet aspect-là aussi bien dans le champ partenarial que dans la possibilité de pouvoir développer des surfaces à mettre à disposition d'éventuels partenaires. On constate également, évidemment, sur le tissu partenarial qu'il est moins développé qu'en Hexagone, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure. De la même manière, dans le champ de la réinsertion et de l'insertion professionnelle, les acteurs associatifs sont moins nombreux en Outre-mer que ce qu'on peut connaître en métropole. Les relations avec les collectivités locales, pas forcément le cas en Polynésie française, mais dans d'autres territoires, notamment je pense à l'arc caribéen, sont parfois plus compliquées. Donc on a notamment transféré donc, aux collectivités, aux conseils régionaux, donc l'ensemble des aspects de formation professionnelle et d'articulation au sein des établissements pénitentiaires. Il y a de ça maintenant quelques années, et ce processus a conduit à parfois faire baisser le nombre de personnes détenues pouvant bénéficier de formation professionnelle. Donc c'est quand même un petit peu une contradiction que de ne pas pouvoir, comme nous le souhaitons, développer les domaines de la formation professionnelle. Donc là, les choses sont en train d'être reprises dans la mesure où, par exemple, en Guadeloupe, nous avons mis en place 3 formations professionnelles alors que ça faisait 5 ans que nous étions en difficulté au moins sur 2 d'entre elles, de la même manière en Martinique. Et nous avons repris également sur le centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, pour la première fois depuis un nombre assez important d'années, des formations professionnelles financées donc par le conseil régional et puis en support avec nos services ici à Ivry-sur-Seine. Nous avons également parfois quelques sujets d'adaptation des textes, par exemple l'insertion par l'activité économique nécessite des adaptations sur le territoire ultramarin, notamment en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est aussi un sujet. Donc, nous ne pouvons pas déployer forcément en termes de politique pénitentiaire très précisément exactement les mêmes dispositifs en métropole. Il faut nous adapter au corpus législatif de nos territoires. Donc c'est ce que nous faisons. Et puis un autre élément qui constitue également un frein sur le développement de la politique pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, c'est évidemment aussi parfois des difficultés que nous pouvons rencontrer sur les niveaux scolaires des personnes qui sont prises en charge au sein des établissements pénitentiaires. C'est aussi la raison pour laquelle, au niveau de la mission des services pénitentiaires, nous accueillons depuis 5 ans maintenant, à l'identique des autres directions interrégionales, un proviseur qui articule sur l'ensemble des territoires d'outre-mer au sein des établissements pénitentiaires l'activité des responsables locaux d'enseignement. Et puis, nous allons au 1er septembre accueillir un proviseur adjoint qui va également, là aussi, participer au développement, on va dire, des liens avec l'éducation nationale et donc
développer encore les conventions éducation nationale avec l'administration pénitentiaire. Alors on a des ambitions quand même assez importantes au travers des établissements qui sont les nôtres et notamment par l'insertion donc à l'activité économique puisque il ne se passe pas rien dans les établissements pénitentiaires en termes de développement d'activités, notamment d'accès au travail. À La Réunion, donc, on a mis en place, on a accueilli au sein du centre pénitentiaire de Saint-Denis une entreprise d'insertion professionnelle. C'est une nouveauté, c'est la première en Outre-mer. On travaille aussi en Polynésie française, mais ça, je pense que vous pourrez en échanger avec la loi pays, donc sur effectivement une transposition de l'insertion par l'activité économique et notamment la création d'un atelier menuiserie qui est prévu pour 2022. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe également. Donc on démarre sur la Polynésie française et on tente au maximum de développer, on va dire, la prospection commerciale pour attirer des entreprises au sein des établissements pénitentiaires de telle sorte à pouvoir offrir. On a par exemple sur le centre pénitentiaire de Bémao et du COS des surfaces qui peuvent être des surfaces qui peuvent être intéressantes pour le développement du travail pénitentiaire. Donc c'est ce qui est mis en œuvre. Sur du COS, on a un projet de mise en place d'un centre d'appel euh, pour plusieurs personnes détenues, du COS et Bémao, donc les deux établissements des Antilles, et puis une entreprise adaptée en détention en Guadeloupe qui devrait pouvoir travailler autour du handicap. Voilà, donc on a un certain nombre de projets qui sont en train de prendre forme, alors avec une situation particulière évidemment des 2 dernières années. Où la situation évidemment de la crise Covid a ralenti cette volonté de développement des activités de formation professionnelle et de travail, mais les choses sont en train de reprendre. Et au travers de l'insertion par l'activité économique, on voit bien qu'on a des marges de manœuvre et des possibilités d'attirer des partenaires au sein des établissements. Peut-être un focus également sur la question de la prise en charge sanitaire et la lutte contre la pauvreté au sein de l'administration pénitentiaire. Comme je vous l'ai indiqué, nous avons sur les deux territoires de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie donc une situation particulière. Et donc la loi santé ne s'applique pas de 94, ne s'applique pas sur ces deux territoires. Donc nous travaillons à partir de conventionnements qui sont donc régulièrement réactualisés au travers des besoins de santé des personnes détenues. L'offre de soins sur les territoires d'outre-mer, je ne parle pas spécifiquement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie, mais n'est pas toujours aussi importante que ce qu'on peut connaître dans les territoires métropolitains, qui nous conduit parfois malheureusement à devoir procéder à des transferts pour des soins spécifiques par rapport aux pathologies donc d'un certain nombre de personnes détenues sur la métropole, ce qui reste une difficulté. Donc là, il y a un travail en cours avec l'ensemble des centres hospitaliers institués et les hôpitaux de proximité installés et institués sur le territoire, de telle sorte à imaginer qu'on puisse évidemment au minimum devoir procéder à des transferts de patients détenus sur la métropole, de telle sorte à donner accès à l'ensemble de l'offre de soins sur les territoires en coordination avec en même temps les établissements pénitentiaires, les SPIC et les hôpitaux. Sur les territoires d'outre-mer, sur l'ensemble des territoires d'outre-mer, on note donc le développement des mesures d'alternatives à l'incarcération dans des proportions qui sont quand même assez importantes, puisque au 1er février 2022, nous avions 958 mesures de surveillance électronique, 11 133 personnes prises en charge au du suivi du milieu ouvert, pour 5 252 personnes détenues et hébergées. Et au 1er mai 2022, donc, nous avons dépassé les 1082 bracelets électroniques. Donc nous augmentons de manière considérable, mois après mois, le nombre de prises en charge en milieu ouvert, soit au titre de la DDSE, soit DDSE peine, soit évidemment au titre des autres alternatives à l'incarcération, au niveau des bracelets électroniques. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez fort. Par contre, sur Saint-Pierre-et-Miquelon, nous ne parvenons pas à cette heure à développer la surveillance électronique. Et de la même manière, sur Mataoutou, nous sommes en train de procéder à une étude pour voir dans quelle mesure nous sommes susceptibles de pouvoir développer donc les mesures en milieu ouvert de surveillance électronique. Il reste au demeurant cependant que le rapport entre le nombre de personnes détenues et le nombre de personnes suivies en milieu ouvert est, comment dirais-je, plus défavorable en Outre-mer.
Pour 2 personnes incarcérées, nous avons en Outre-mer donc un rapport d'une personne incarcérée, pardon, pour 2 personnes suivies en milieu ouvert, alors qu'en métropole, nous avons une personne incarcérée en détention pour 3 personnes suivies en milieu ouvert. Donc, on voit que nous sommes dans une progression en Outre-mer et un rattrapage en Outre-mer de la situation par rapport au milieu ouvert, mais pas encore complètement dans les mêmes, je dirais, proportions qu'en métropole. Et c'est ce qu'on est en train de travailler, puisque les moyens dans les sites se développent, j'en parlerai tout à l'heure, et que donc nous avons renforcé ici le pôle de surveillance électronique de telle sorte à pouvoir faire face à l'augmentation des mesures milieu ouvert, notamment sur la surveillance électronique. Donc les mesures sont en augmentation continue et assez forte en milieu ouvert, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec aujourd'hui 1082 bracelets électroniques suivis. À titre d'exemple, en 2018, donc c'était finalement il y a assez peu de temps, nous avions 549 bracelets électroniques, mesures de surveillance. Donc vous voyez que nous avons quasiment doublé le dispositif de surveillance électronique sur l'outre-mer, ce qui est considéré effectivement comme un rattrapage sur ce dispositif-là, sur lequel on met un certain nombre évidemment de moyens. Voilà moi ce que je voulais vous dire sur la politique pénitentiaire générale des Outre-mer. Je ne l'ai pas forcément évoqué tout à l'heure, mais je l'ai vu dans votre document de présentation. On essaye de faire au plan immobilier, bâtimentaire et en termes de maintenance des sites, c'est que nous n'avons pas forcément les mêmes normes et les mêmes standards pour les établissements pénitentiaires qu'en métropole. Je suis assez attachée à l'idée, évidemment, qu'on ne peut pas, en Outre-mer, construire un établissement pénitentiaire de la même manière qu'on le fera en métropole. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a une politique permettant d'adapter le champ immobilier donc, aux spécificités, particularités de nos territoires. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous avons généralisé l'ensemble des portes dites tropicalisées parce que ce qui est important pour nous, c'est de permettre au sein des détentions, et je pense que ça c'est un point en tous les cas qu'on arrive à mettre en place et on a un savoir-faire là-dedans. Ce qui est très important dans les établissements d'outre-mer, c'est de pouvoir assurer la circulation de l'air, que donc les établissements sont climatisés. Et donc du coup, les services de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer, notamment le département des affaires immobilières, travaille à l'adaptation des dispositifs de maintenance immobilier. On a également, de manière générale, généralisé les douches dans les cours de promenade, dans les zones extérieures, de telle sorte effectivement à s'adapter là aussi à la volonté de pouvoir offrir des rafraîchissements en extérieur sur les établissements pénitentiaires. On met en place de manière quasi systématique ce qu'on appelle des abris pluie-soleil dans les cours de promenade. Ça a été le cas dernièrement de Nouméa. On met en place également des cadres béton sur des fenêtres de telle sorte à pouvoir protéger évidemment de la pluie et du soleil. On met en place également un certain nombre de pare-soleil et on est en train, on va expérimenter très bientôt des nouvelles peintures de telle sorte à ce qu'il puisse y avoir des phénomènes de rafraîchissement dans les établissements à partir de cette logique de peinture. Donc cette idée, c'est véritablement d'essayer d'adapter les établissements pénitentiaires, les nouveaux établissements et les établissements actuels, mais de pouvoir apporter des solutions, je dirais, à des programmes immobiliers qui effectivement doivent être adaptés en Outre-mer, qui ne peuvent pas forcément répondre aux mêmes dispositifs. Et ce que nous développons également, qui n'était pas fait jusqu'alors, c'est la possibilité, alors c'est fait en métropole de manière quasi systématique avec des programmes qui sont mis en place depuis 4-5 ans. On le fait en Outre-mer uniquement depuis 2 ans. La mise en place des douches en cellules. Donc c'est le cas actuellement sur le centre pénitentiaire de Bémao, sur lequel les travaux sont en cours et donc nous avons par tranche intégré les douches pardon, dans les cellules des personnes détenues et on démarre au centre pénitentiaire de Remire cette année la possibilité pour les personnes détenues d'avoir directement les douches dans les cellules. C'est possible dans ces établissements, ça n'est pas forcément possible dans les structures, mais en tous les cas, partout où on peut le faire, on développe ces programmes. Ce sont des programmes importants, on est sur 5 millions d'euros à peu près. Voilà. Et en parallèle, évidemment, là, je pense plus particulièrement à la Polynésie, mais Damien Pellen en parlera. Nous avons un programme assez ambitieux de rénovation donc des établissements en Polynésie française. Depuis l'ouverture évidemment du centre de détention de Papeete, j'en ai parlé. Nous avons quand même la possibilité de procéder à un certain nombre de travaux sur les établissements actuels.
On a lancé, donc en 2022, les travaux vont démarrer en fin d'année, la restructuration, rénovation du centre pénitentiaire du Turois. Et puis, ces 2 dernières années, nous avons restructuré complètement le quartier femmes de Faha. Donc, c'est une opération à 1 million d'euros qui était aussi éminemment nécessaire et qui nous a permis, là aussi, d'améliorer considérablement les conditions de détention sur ce public femme, comme nous le faisons également sur le centre pénitentiaire de Remilly. Voilà, alors il reste encore évidemment beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui reste à faire en Outre-mer sur les services pénitentiaires? Évidemment, le rattrapage immobilier dont j'ai parlé. Hein, nous construisons donc de manière globale sur l'ensemble des services pénitentiaires d'outre-mer. En 2026, nous aurons sur tous les territoires 2 établissements pénitentiaires et un SPIP, qui évidemment les 4 dernières années n'était pas forcément le cas. Ce rééquilibrage territorial est évidemment un élément majeur dans l'amélioration des conditions de détention, évidemment dans l'amélioration également des conditions d'exercice du personnel. Pour votre information, donc, nous terminons la construction et la livraison du centre de détention de Koné en Nouvelle-Calédonie. C'est 120 places qui vont nous permettre 2 choses. La première, évidemment, de délester en effectif le centre pénitentiaire de Nouméa d'environ 120 personnes détenues, mais également de profiter évidemment de cette ouverture d'établissements ultramoderne pour poursuivre un programme de travaux sur le centre pénitentiaire de Nouméa en attente d'un schéma directeur qui a été validé donc par l'agence immobilière du ministère de la Justice. La maison d'arrêt de Basse-Terre, j'en ai parlé tout à l'heure. En 2026, nous livrerons la totalité de l'établissement et nous déménagerons dans un premier temps l'ensemble des personnes détenues dans la première phase qui devrait être livrée donc fin 2023, ce qui va être quand même là historiquement, j'ai envie de dire, pour l'outre-mer, puisque la maison d'arrêt de Basse-Terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Guadeloupe, est un établissement un peu emblématique des difficultés qu'on peut rencontrer ou qu'on a pu rencontrer dans les vieilles maisons d'arrêt des Outre-mer. Donc, de manière emblématique, ça sera la dernière maison d'arrêt, je dirais, très très ancienne, puisqu'elle date de 1749. Donc, c'est un des établissements pénitentiaires les plus anciens de France. Donc, qui sera donc démoli et complètement reconstruit sur Basse-Terre. Nous procédons également donc à l'extension du centre pénitentiaire de Bémao en Guadeloupe avec la création de 300 places supplémentaires en 2026. J'ai pu noter que sur le centre pénitentiaire de Ducos, il y avait un sujet de surpopulation. En réalité, non, puisque donc depuis 4 ans sur le centre pénitentiaire de Ducos, nous avons livré 2 extensions de capacité. C'est un des établissements en Martinique où le nombre de places opérationnelles est proche du nombre de places théoriques. Et nous allons ouvrir en 2024 une SAS qui est une nouvelle formule d'établissement pénitentiaire, puisque c'est une structure d'accompagnement vers la sortie que nous allons livrer fin 2023, début 2024. La construction également, puisque donc nous reprenons les missions pénitentiaires à Wallis et Futuna. Un chef d'établissement a été nommé, un CPIP a été également désigné. Donc, nous allons également construire un établissement pénitentiaire à Wallis et Futuna de 10 places, qui devrait être livré normalement dans 4 ans. Et donc là, pour l'instant, nous reprenons la maison d'arrêt actuelle. Et puis, nous en terminerons en 2026 avec la livraison 2027, pardonnez-moi, d'un établissement pénitentiaire à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Donc, ça sera le 2e établissement et nous terminerons le programme immobilier en 2027 avec la construction de cet établissement et entre-temps, la livraison également prévue d'un 2e établissement à Mayotte. Voilà un petit peu les éléments que je pouvais vous fournir sur la question plus générale des Outre-mer avant que vous puissiez avoir des interventions de Damien Pélène, de Vincent Vernet et plus tard dans la journée de Véronique Meunier, que je salue, qui sont dans la salle aujourd'hui. Merci.